Donc j'étais dans la disposition d'un jeune qui n'avait pas envie de partir. Je dis, après tout, je suis dans l'armée, je suis dans la marine, faisons une croisière. Et il y avait un navire qui partait dans l'océan Indien, qui partait faire une croisière de 6 mois. C'était le Provençal. Avant de partir, Robert achète une caméra 8 mm. À chaque escale, il envoie une lettre et un film. Pour Robert et René, la marine, c'est une promesse d'aventure. Pendant les 4 ou 5 premiers jours, j'étais malade à mourir. Et quand on a le mal de mer à bord, on te dit tu manges, tu vomis, tu manges, tu vomis, tu manges, tu vomis, parce que tu es encore plus malade quand tu n'arrives à vomir. Et au bout de 2 ou 3 jours, vous avez le mal de mer qui vous passe. Et après, non, je me suis habitué. Et puis, quand on est en mer pendant des jours et des nuits, je pense qu'on se pose. Finalement, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses que je ne savais pas avant. On est en liaison radio avec la Terre, alors qu'on est en pleine mer et on est en liaison par morse. Le 12 novembre. Chers frères et sœurs, j'ai eu le résultat de l'examen de morse cette semaine. Je suis premier avec 17,64 de moyenne. Mais malheureusement, pas de perme pour les 5 premiers comme ils nous l'avaient fait miroiter. Ils nous ont menés en bateau, si je puis dire. Le moral est bon, même si, bien sûr, je suis un peu triste de ne pas avoir réveillonné avec vous. Annie a fêté Noël avec ses parents. Notre tempête, on l'a eue. La mer s'est grossie en l'espace d'une demi-heure et cela a duré 3 jours. Nous cheminons vers le canal de Suez que nous espérons atteindre d'ici 10 jours. Le Pacha redoute des incidents avec les Égyptiens. Il nous a demandé de ne pas céder aux provocations. Il fait 30 à 40 degrés dans les postes. Je n'ai jamais autant ruisselé de sueur. Nous avons branché une douche permanente d'eau de mer sur la plage arrière. Et nous dormons sur le pont, à l'avant, sous l'affût. Je vous embrasse. Robert. C'est des rapports inoubliables avec des gens, et notamment, moi j'étais assez bien placé par ma spécialité. L'infirmier à bord, il a la chance qu'un jour ou l'autre, tout le monde a besoin de lui. Parce qu'on est malade, parce que si, parce que là, parce qu'on a le mal de mer. Donc j'ai eu le contact facile avec tout le monde. Et même quand j'étais pas en service, entre guillemets, si vous voulez, eh bien, j'avais toujours le contact et l'infirmier, il t'appelle la seringue à bord. Il dit hey, salut la seringue, tu vas bien? Donc j'ai toujours gardé un contact sympa avec tout le monde. Mais alors avec quelques gradés un petit peu sous-officiers qui étaient un petit peu repoussés, un petit peu peut-être alcoolo, un petit peu frustrés de quelque chose, il y avait des moments où c'était assez désagréable, où on avait la connerie incarnée, si on peut dire. Vous voyez, ils vous rabaissaient toujours. Voilà. C'est moi qui commande, c'est moi qui sais. Toi, t'es un bleu, tu arrives, de toute façon, t'as pas de grade. Moi, j'ai les grades, c'est moi qui commande. Chers frères et sœurs, nous avons déjà changé 2 fois de fuseau horaire. Nous sommes passés en heure Charlie. L'épisode du canal de Suez s'est bien terminé et j'ai même rapporté un tissu orné de perles pour qui vous savez. Mais c'est déjà loin. Nous sommes arrivés à Mahé, aux Seychelles, le 3 au matin. Et là, on nous attendait. Il y avait même des bals et des excursions organisées pour nous. J'ai déjà mangé des noix de coco, ce n'est pas mauvais du tout. Et on échange un régime complet de bananes contre 2 paquets de cigarettes. J'ai reçu une lettre de maman. Bien content de savoir que tout le monde connaît mes films. La tournée en Afrique du Sud s'est très bien passée. Je pourrais dire maintenant que j'ai franchi le cap de Bonne-Espérance. Ne vous imaginez pas que j'ai vu la jungle, mais plutôt une ville ultra-moderne de 350 000 habitants, Cape Town. Les Blancs et les Noirs sont séparés. C'est un pays raciste. On risque 6 mois de prison si l'on a des rapports avec une femme noire. Bon baiser à tous et à bientôt. Robert. Dès qu'on voyait la Terre, ça y est, on va aller voir les nanas, on va aller voir les filles. Et putain, ils sortaient à toute vitesse. Alors c'était rigolo parce que je distribuais des préservatifs quand les gars sortaient. L'infirmier, je leur disais, voilà, vous donnez des préservatifs et puis essayez de faire en sorte que rien n'arrive. Et puis après, au bout d'une semaine, quand on était, j'avais quelques gars qui venaient
à l'infirmerie, puis qui avait, c'est pas méchant, une maladie vénérienne du premier degré, c'est pas une blénorragie, c'était que dalle, quoi. Et alors après, je l'ai soigné. Il y a une expression que je n'ose pas trop vous dire, parce qu'ils n'osaient pas dire qu'ils avaient chopé une blénorragie. Ils venaient me voir, ils me disaient, l'infirmier, j'ai Popol qui pleure. On nous maintenait dans un esprit, vous êtes là pour défendre la France. Et ça, c'était important, c'était un message fort. En 1965, pendant que Robert et René sont en mer, De Gaulle annonce que la France va faire des essais nucléaires à Mururoa, dans le Pacifique. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens de dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur. Nous en venons au point où aucun État du monde ne pourrait porter la mort chez nous sans la recevoir chez lui, ce qui est certainement la meilleure garantie possible. Il y avait cette espèce de guerre froide qui était quand même latente dans le monde. Et je pense qu'on pouvait penser qu'on pouvait être appelé à faire la guerre un jour, à défendre les couleurs. Pour nous, les appelés, ça ne change rien. Les ordres et les armes sont les mêmes. L'ennemi, c'est toujours les soviétiques. On commence à se demander à quoi on sert, à l'ère de la bombe atomique. Le 15 décembre. Chers frères et sœurs, nous avons fêté le persan en grande pompe. C'est une expression militaire pour dire qu'il me reste moins de 100 jours avant le retour. On était une dizaine de quillards et pas mal de monde s'est joint à nous. On a arrosé ça au whisky après un petit banquet. Je vous assure qu'il a été enterré en grande pompe, si vous voyez ce que je veux dire. Le moral est au plus haut depuis que j'ai reçu la lettre de la personne de mes pensées. Annie aussi a envie de se marier. Il va falloir qu'elle annonce la nouvelle à ses parents. Je puis vous assurer que ça a l'air bien parti. Toulon, le 5 mars. Chers frères et sœurs, voilà, mon supplice touche à sa fin, mais je ne m'en rends pas tellement compte. J'ai hâte de revenir car j'ai l'impression de perdre un temps précieux en ce moment. Et je ne tiens plus en place. Il faut quand même que je trouve du travail et que je mette de l'argent de côté. Bien sûr, vous allez me demander côté cœur. Maman et papa ont très bien pris la chose. Mes futurs beaux-parents sont d'accord eux aussi. Je me suis vraiment fait du mauvais sang pour rien concernant maman. Elle est contente pour moi, même si elle n'en est pas encore revenue. Papa, ça lui a fait ni chaud ni froid. Bon baiser, Robert. À la fin des années 60, on n'est majeur qu'à 21 ans. Dans les casernes, on a beau protester, on n'a aucun droit. Il faut respecter l'autorité, celle des gradés, comme celle des parents. Alors, pendant les permes, on a envie de liberté. Mais il faut faire très attention à ce que notre copine ne tombe pas enceinte. Sinon, c'est mariage obligatoire. Bernard et Michel se fréquentaient déjà avant le service. Je suis parti au service militaire, donc j'étais célibataire. On n'était pas fait pour se marier. Non, c'était pas prévu, quoi. C'était pas prévu de se marier, quoi. Moi, j'étais tout juste majeure, et puis toi... Moi, j'étais pas majeur. Il manquait encore quelques mois. Il manquait mois. encore 4 mois, moi. Parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Et moi, j'avais 20 ans et 8 mois, quoi, c'est ça. Là, c'était à la caserne, quand on faisait des révisions de char. Je me suis retrouvé à la caserne. Semi-disciplinaire. J'ai jamais compris pourquoi, quand on m'avait envoyé là-bas. C'est les gens qui savent pas parler, il faut s'en crier. Donc à chaque fois, les rapports, c'est le matin, il faut se lever de bonne heure, on descend vite à l'appel. Donc ça crie, quoi. Moi, j'étais pas du tout pour l'armée. Je trouvais que c'était inutile. Une année de perdu, donc bon, je l'ai pas tellement bien pris, mais on peut rien faire. Je suis allée là-bas quand il y a eu les portes ouvertes. Donc c'est vrai que je me suis plus rendu compte de ce qui se passait. Et puis où il vivait, où il mangeait, où il dormait. Donc ça m'a rassurée un petit peu.
En fait, bon, c'est vrai que quand je savais qu'il faisait des marches, des kilomètres, ça m'inquiétait un peu. Désormais, les portes des casernes de France se font hospitalières aux familles et relations des jeunes militaires. Fini l'attente de part et d'autre des grilles et du poste de garde. Papa, maman, la grande sœur et le petit frère, sans oublier la promise, ont droit de citer chaque dimanche sur le terrain militaire. Il n'y avait pas... Et qu'il n'y avait pas la pilule. Ouais. En tant que mineur, on n'avait pas l'autorisation. Je ne sais pas s'il y avait déjà des plannings familiales, mais c'est vrai que pour accéder à la contraception, il fallait quand même l'autorisation des parents. Je ne me rappelle plus exactement si c'était par courrier ou par téléphone. Je pense que c'est par courrier que tu l'as pris. On s'y attendait pas du tout. Et c'est Sophie, elle est née le 11 avril, 11 jours après. 11 jours après, j'ai quitté l'armée. On n'avait déjà pas vécu ensemble, donc maintenant on se retrouve à 3. Donc il n'a pas eu le temps de dire ouf. Hein. C'est vrai que entre la fin du service et puis la naissance, c'est vrai que ça a été de nouveau un chamboulement. Hein. Je suis rentré, c'était un samedi matin. Ouais. Et puis lundi, je retravaillais. Et 10 jours après, j'étais papa. Daniel. La pilule est autorisée en 1967. C'est une liberté nouvelle, mais il faut toujours demander l'autorisation des parents pour en profiter. On trouve que ça va pas assez vite. On nous pousse à faire des études, mais il n'y a pas assez de place dans les facs. On veut s'exprimer, donner notre avis, mais nos revendications ne sont pas prises au sérieux. À l'armée, c'est encore pire. On a le droit de ne rien dire. Un mot ou un geste de travers, c'est la permission qui saute, et quand on est déconneur, comme Jean-Marie, ça peut ne pas bien se passer. Quand je suis entré dans cette caserne à Brive-la-Gaillarde en novembre 1966, je crois que plusieurs choses se sont heurtées à moi, oui. La dimension de la caserne, effectivement, le nombre de militaires qu'il y avait là-dedans, la discipline, qui était quand même encore très rigoureuse à cette époque. On faisait des défilés dans la cour de la caserne, où l'on chantait « Nous sommes les hommes des troupes d'assaut ». Et c'était des pas de légionnaires qu'on faisait. « Nous sommes les hommes des troupes d'assaut ». On restera jusqu'à ce soir, mais vous y arriverez. Hop! Arme sur l'épaule! Hop! Rentrez! Hop! Vous fatiguez avant moi, va. J'étais donc dans les élèves gradés. Le but était de devenir première classe, sergent, ou je ne sais trop quoi. Et comme j'ai été viré, après on m'a mis dans les transmissions, où l'on faisait du morse. Titi, tata, titi, tata. Et donc comme j'ai été viré aussi, après dans les commandos de choc, c'était la guerre en permanence, quoi. Le fait d'être mis dans les commandos de choc, compte tenu de ma corpulence, c'était vraiment disciplinaire. Ce qui s'est passé aussi, ma mère est décédée pendant mon service militaire. Elle avait 47 ans et elle est décédée en 1967, en plein milieu de mon service militaire. Ça n'a pas arrangé les choses. Présentez! Hop! Qu'est-ce qu'elle dirait, Brigitte Bardot, si elle vous voyait présenter les armes de cette façon? Merde. Quoi? Elle dirait merde, chef. 15. Brive, le 22 décembre 1966, 126e régiment d'infanterie, compte rendu d'une punition au soldat Jean-Marie Descombes, 2e classe, 8 jours de prison. Motif ? Mauvaise volonté évidente lors du parcours test. A franchi le parcours du combattant en 11 minutes, au lieu d'1 minute 50. Descombes a ainsi confirmé sa mauvaise manière habituelle de servir. Je reconnais les faits. La cellule, c'était très dur. Très, très dur. Quand on m'a mis dans la cellule, c'était donc pas plus large que la table, un lit qui était collé au mur, une ouverture rectangulaire, la porte qui était à ça du sol parce qu'on passait la nourriture sous la porte. J'ai fait une petite crise de claustrophobie et j'ai été obligé de frapper à la porte. Vraiment, bon, après on m'y a remis, ça a été, mais le début a été très, très dur, vraiment. C'est vrai que le service que j'ai fait m'a vraiment préparé pour mai 68, c'est évident, évident, ah oui.
c'est sûr. Ça s'est installé dans ma tête un esprit très revendicatif, de vengeance. J'avais envie de me venger de ce service militaire très dur quand même. Et le fait de quitter l'armée fin février et d'aborder mai 68 un mois après ou 2 mois après, bref, j'étais bien disposé pour revendiquer. En mai 68, c'est l'explosion. Tout ce bouillonnement contestataire finit par s'exprimer dans la rue. Les revendications pour libérer les mœurs et la société ne franchissent pas les murs des casernes. Nous, on est enfermés et surveillés de près. Les gradés ont peur qu'on se rebelle. Le courrier est arrêté, les journaux sont interdits. L'information passe au compte-gouttes. En ce qui concerne la RATP, le trafic du métro est nul et le trafic des bus est arrêté dans l'après-midi. 21 lignes de remplacement par camions militaires gratuits seront mises en place dès demain matin dans le sens banlieue-Paris. À la SNCF, le trafic... Jean-Claude est sous les drapeaux à ce moment-là. On a appris les événements de mai 68 à la radio, mais c'est parti progressivement. Hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Hein. Il y a eu des grèves d'étudiants ou des manifestations d'étudiants. Ensuite, la situation s'est un peu envenimée quand les salariés se sont mis en grève, que le pays s'est un peu bloqué. On était tenté quelquefois d'être un peu antimilitariste. Il y a eu des instructions données pour préparer les camions. Mais au départ, ça n'inquiétait pas trop. Mais petit à petit, les gens, quand on a parlé que l'armée devait intervenir contre les manifestants, là, ça a commencé à inquiéter un peu. Qu'est-ce qu'on fait si on est obligé de partir pour contrer les manifestants? Bon, il n'était pas question d'armes à feu, mais c'était d'être muni de bâtons, par exemple. Et beaucoup disaient, moi, je ne tape pas sur les copains. Au final, on n'a rien vu de mai 68. Après les événements, qui est réquisitionné pour nettoyer les dégâts? Nous, les bidasses, comme d'habitude. Tout rentre dans l'ordre. De Gaulle et Pompidou sont toujours là, l'honneur est sauf. Dans les casernes, la discipline reste la même. Moroses ou gais, vides ou pleins, les jours ont passé. Les matinées de quilles sont souvent moins glorieuses que les nuits qui les ont précédées. Quelque chose se détruit, la vieille bande se disloque. Il faut dire adieu aux copains.